là-dedans parce que je veux parler de la Société Générale. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, venons-en à la Société Générale. Donc, je vous ai présenté en gros l'activité des banques. Venons-en à la Société Générale. Que savons-nous de la Société Générale? Donc, je vous brosse à peu près vite le portrait de la Société Générale. Et quand je regarde, l'action de la Société Générale est à 4 $. 4 $. 4 $. C'est terrible en ce moment. C'est dur, à 4 $ l'action. 4 $. Ça veut dire que pour 4 000 $, vous pouvez acheter 1000 actions de Société Générale. La Société Générale, c'est une banque française dont le siège est à Boulevard Haussmann à Paris, pour ceux qui vivent en France. C'est une banque qui a été créée en 1864. Elle a démarré ses activités en 1864. Donc, elle a plus d'un siècle aujourd'hui, la Société Générale. Elle a été privatisée en France en 1987. Donc, lorsque la droite était arrivée au pouvoir avec du communisme, procédé à la privatisation. C'est une entreprise qui est cotée en bourse sur ce qu'on appelle l'Euronext. Voilà. Donc, elle a un nouveau directeur. Je crois que ça doit être un Indien. Maintenant, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de changements. Il y a un Indien. Donc, l'actionnariat de la Société Générale. La Société Générale a un actionnariat qui est constitué à 8% des salariés. Elle a dans son capital BlackRock, donc, qui est un actionnaire américain, un grand fonds d'investissement américain. BlackRock détient environ 10% du capital de la Société Générale, donc BlackRock. Vous avez la Société Générale elle-même qui contrôle 5,73% du capital, donc ce qu'on appelle les common stocks. Vous avez un autre fonds américain qui s'appelle Amundi, qui contrôle 6% du capital. Vous avez BNPP, qui contrôle 2% du capital. Vous avez la Caisse de dépôt et de consignation en France, qui contrôle 2% du capital. Vous avez le Capital Group, dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est un fonds californien. Moi, j'ai investi. Il contrôle 2% du capital. Et puis, vous avez 67% du capital qui est public. En fait, de public, ce n'est pas vraiment comme vous pouvez croire. Public, ça veut dire que c'est un fonds qui n'est pas vraiment flottant sur les marchés. Voilà, donc c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la Société Générale, ses activités, elle fait la banque, elle fait les assurances, non, elle fait ce qu'on appelle la banque assurance, elle fait la finance. La finance, ça veut dire qu'elle a une activité d'investissement, de conseil en. Il y a des choses que je ne veux pas dire là. Et elle a également des filiales où elle a investi dans l'immobilier, donc elle fait la gestion d'actifs, où elle a des immobiliers, l'immobilier comme actif, etc. Donc elle fait des services financiers. Elle a des filiales, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Elle a des filiales, par exemple, comme Boursorama. Ceux qui connaissent Boursorama, à l'époque, je me rappelle, quand j'arrivais aux États-Unis, je connaissais le fondateur, mais je ne sais plus s'il a encore ça, parce que je crois qu'il a dû déjà vendre ça. Elle a ADL Automotive, ALD Automotive, donc une filiale qui finance le crédit automobile. Elle a Fra Finance, donc qui fait le crédit à la consommation. Elle a Shine, elle a Trésor. Donc, ce sont ses filiales. La capitalisation de la boursière, la Société Générale, à fin 2022, donc elle est de 20 milliards d'euros, c'est très faible. Ses fonds propres sont de 55 milliards d'euros, ses dettes sont de 1,5 milliard d'euros, son chiffre d'affaires est de 28 milliards d'euros, donc son total de bilan, ce qui est faible. Hein. Son résultat net est de 5,6 milliards, ce qui est pas mal. Son résultat net est de 5,6 milliards, ce qui est pas mal. Donc, voilà, en gros, vous avez ça. Bon, vous avez ça. Donc, la Société Générale, par exemple,
voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous allez faire une opération chez Crédit du Nord, sans vous rendre compte, vous êtes à la Société Générale. Bon. La Société Générale, je vous présente à peu près ses activités. Je vous passe ses activités en Europe. Je vous passe ses activités en Europe de l'Est notamment, où elle s'est beaucoup développée. Allons-y en Afrique. Voilà. En Afrique, la Société Générale est installée en Algérie depuis 1999. C'est la première grande banque publique et elle a un capital en Algérie détenu à 29% par Khalifa Bank. La Société Générale est installée au Bénin, la SGB, Société Générale Bénin. La Société Générale est installée au Burkina Faso, la SGBF au Burkina Faso. Elle est installée au Cameroun. Ce n'est plus la SGBC, elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant la SGCAM. Elle est installée au Congo, Congo-Brazzaville, c'est la SGC. Elle est installée en Côte d'Ivoire, la SGCI. Donc, elle est installée au Ghana, la SGGH. Voilà. Elle est installée en Guinée, Guinée-Conakry. Elle s'appelle la SGG, Société Générale de Guinée. Elle est installée en Guinée équatoriale. Elle s'appelle la SGBGE, Société Générale de Guinée équatoriale. Elle est installée à Madagascar, la Société Générale Madagasiraka. OK. Elle est installée au Maroc, la Société Générale marocaine de banque. Elle est installée en Mauritanie, la Société Générale de Mauritanie. Elle est installée en Mozambique. Elle est installée au Sénégal, la Société Générale, la SGBS. Elle est installée au Tchad, la SGBT. Elle est installée au Togo, la SGTG. Elle a ouvert en 2015. Elle est installée en Tunisie depuis 1964 à travers UIB, Union internationale de banques, et elle a des représentations. Ça ce sont des pays que je viens de vous lire, c'est des pays où elle a des filiales. Maintenant, il y a des pays où la Société Générale n'a que des représentations. Ça veut dire qu'elle a un partenariat local. L'Afrique du Sud, en l'occurrence, et le Kenya. Pourquoi? Parce que la réglementation là-bas est très contraignante. Ça ne permet pas à n'importe quel étranger de rentrer comme ça dans l'actionnariat de la Société Générale. Ce n'est pas possible. Donc, il y a ça. La Société Générale, elle a des activités de participation. Voilà, elle a des activités de participation. Donc, elle a des pays où elle n'est pas vraiment présente, mais elle a des... fin d'activité ou de participation. En Égypte, elle s'est retirée en 2012, où elle a vendu ses participations. Dans les dom-tom, la Société Générale est présente en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie. Elle est présente en Polynésie. Elle est présente dans l'océan Indien. Elle est présente dans les Antilles avec la SGBA, Société Générale des banques des Antilles. Voilà. Elle est présente en Asie. Bon, voilà. Donc, bon, disons, je ne vais pas trop aller dans les critiques vis-à-vis de la Société Générale, mais disons qu'on peut dire qu'en 2008, la Société Générale a eu à faire face à quelques difficultés. C'était des difficultés qui en sont dues à son implication dans pas d'implication. Ça veut dire que la Société Générale, bonjour Eric, bonjour cher frère. La Société Générale avait acquis les mortgage-backed security. Il faut que j'explique ça, les mortgage-backed security. Il y a les banques aux États-Unis qui n'avaient pas acquis ça. C'est que quand vous donnez, la banque, ce n'est plus comme avant. Quand vous déposez votre argent dans une banque, la banque dépose une quantité, par exemple, si c'est 20% de cet argent comme réserve à la banque centrale. Et quand elle dépose 20% de cet argent, par exemple, à la banque centrale, 80% qui lui reste, elle fait des crédits à la clientèle. Mais les crédits à la clientèle, ça ne suffit pas parce qu'une banque aujourd'hui doit être suffisamment diversifiée. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle investit dans les titres. Les titres. Quand on dit titre, ça peut être la dette de l'État. Par exemple, elle peut détenir des portions de la dette de l'État. La dette de l'État, c'est par exemple la dette de l'État central.
ce qu'on appelle municipal bond, donc les collectivités locales, les villes, les régions, les counties, donc les départements. Non, aux États-Unis, on parle de ville, county ou État. En France, on dirait la ville, le conseil général, le conseil régional. Dans les pays africains francophones, on dirait le conseil général, le conseil régional, ouais, et la ville, par exemple. Donc, ça, ce sont des dettes, des produits financiers. Quand ces États-là font bien, généralement, les banques investissent là-dedans. Mais les banques investissent aussi sur certains produits. C'est ce qui a été le cas de la crise des subprimes aux États-Unis, qu'on appelle les mortgage-backed securities. Les mortgage-backed securities, c'était des produits tels que, les banques ont financé les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers ont construit des logements. Les promoteurs immobiliers ont revendu ces logements à des ménages. Et les ménages pouvaient acheter les maisons avec des prêts hypothécaires. Ça veut dire que le collatéral, la garantie du prêt, c'est la maison. Non, les ménages en ont acheté. Mais le problème, c'est que c'était une période où le président Bush avait ouvert un peu les vannes du crédit à la consommation. Et l'ouverture de ces vannes de crédit à la consommation a fait que beaucoup de ménages ont acquis si vous voulez, beaucoup de ménages ont acquis des prêts, si vous voulez, des prêts beaucoup de ménages ont fait des prêts pour acquérir le logement. Donc, quand ils ont fait des prêts pour acquérir le logement, quand il y a eu une dépression économique, on s'est rendu que la récession, si vous voulez, notamment due à l'augmentation des dépenses publiques pour faire la guerre en Irak, les ménages ne pouvaient plus payer. Et donc, comme les ménages ne pouvaient plus payer, le risque sur ce qu'on appelle les mortgage-backed securities, ça veut dire que quand la banque prête à un ménage pour acheter une maison, par exemple 300 000 $, les 300 000 $, la banque n'attend pas 30 ans pour que vous payiez les 300 000 $, non, pas du tout. Elle convertit ce prêt-là en un produit qu'on appelle mortgage-backed security, par une technique de la finance qu'on appelle securitization. Et elle met ce produit-là à la vente sur le marché, sur un second marché, et les banques se portent acquéreurs, les compagnies d'assurance se portent acquéreurs. Donc, la Société Générale, notamment, avait beaucoup investi dans ce produit-là. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres aussi, avec certains plus sur les future options. Mais je vais parler là-dedans. Elle avait investi dans beaucoup de ces produits-là. Malheureusement, ces produits étaient, quand il y a eu la crise des subprimes, ces produits se sont retrouvés être un investissement foireux, on peut dire. Donc, elle a perdu beaucoup d'argent. Deuxièmement, tout le monde connaît un peu l'affaire Kerviel, mais je vais parler trop dans les détails là-dedans, où un trader, Jérôme Kerviel, avait été accusé d'avoir pris des positions un peu trop risquées sur certains marchés, sur certains... Disons ça comme ça, il avait pris des positions risquées. Je vais parler dans les détails. Il avait pris des positions assez risquées et ça a entraîné une perte énorme. Je crois que c'était de 49 milliards, etc. etc. Donc, les deux positions-là, les deux pertes-là ont énormément fragilisé la Société Générale. Donc, il y avait la BNP, avec à l'époque son CEO Michel Pébéraud. Michel Pébéraud qui envisageait de racheter la Société Générale pour faire ce qu'il avait appelé le projet SBP. Donc, SBP, c'était Société Générale, B, c'était la BNP, P, c'était Paribas. Donc, il voulait fusionner la Paribas, qui était une banque d'affaires. Et c'est là qu'on voyait que le Cameroun a beaucoup reculé, parce que ceux de ma génération, nous tout petits, on avait les parents qui avaient les comptes à Paribas. Donc, on allait à Paribas, c'était situé à l'immeuble Soka, je me rappelle que mon père, même à cette époque, avait été démarché par un de mes oncles qui est là dans le direct peut-être. Il s'appelle Awamba Claude. Donc, il était fondé de pouvoir à la Paribas Bank. Bon, voilà. Donc, la Société Générale a fait des investissements comme ça qui ont perdu. Et du coup, cela a obligé à recomposer son capital. Je vous ai donné le capital de la Société Générale là. La capitalisation boursière de la Société Générale est très faible. Donc, quand vous avez BlackRock dans le capital, c'est pour empêcher que d'autres banques ne lui mettent la main dessus. Donc, vous avez BlackRock dans le capital.
à ce moment, quand BlackRock, le Capital Group arrive dans le capital, ben, c'est obligé que il y aura des changements. D'autant plus que l'actionnariat français aujourd'hui dans la Société Générale, quand vous regardez bien, la Société Générale n'est plus française que de nom. Elle a un actionnariat qui est aujourd'hui très faible en termes de participation des Français. Je ne sais même pas si ça atteint 30%. Donc, le reste des actionnaires, ce sont des grands fonds américains comme BlackRock, qui est à New York, de Capital Group, qui est en Californie, où moi-même j'ai des parts. Et la capitalisation de la Société Générale étant faible, ça veut dire que ça n'intéresse plus les grands. Ça veut dire que ça n'intéresse plus les grands investisseurs institutionnels, disons ça comme ça. Et dès lors, il faut remettre en cause la totalité de la stratégie de la Société Générale. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que la remise en cause de la stratégie de la Société Générale va forcément entraîner de la vente des activités de la Société Générale en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ça veut dire que quand vous avez BlackRock, j'explique ça simplement, hein? Quand vous avez BlackRock dans le capital de la Société Générale, je vois mal les gens de BlackRock avec qui on travaille souvent. Je vois mal les gens de Capital Group, où moi-même j'ai mes investissements, parce que quand vous voulez investir, si vous connaissez les marchés, par exemple, moi je connais une analyse technique d'une action et je sais où trouver les actions, les informations clés sur les entreprises, sur la base de données qu'on appelle la SEC, la base de données Edgar, la SEC, Security Exchange Commission, dont les entreprises sont tenues de donner toutes les informations et la SEC les rend publiques. Donc, je vais investir par exemple dans Amazon, je vais regarder là, je sais que le risque est faible et Amazon va toujours croître. Donc, j'achète du Amazon, j'achète du Google, j'achète du Apple, etc., etc. Mais il y a ce qu'on appelle dans le jargon les small cap, les mid cap et les large cap. Petite capitalisation boursière, small cap, généralement c'est $1 million ou 1 milliard jusqu'à 10 milliards. Un middle cap, c'est le cas de la Société Générale aujourd'hui, avec une capitalisation boursière qui ne dépasse pas 50 milliards, 100 milliards de dollars. Elle est middle cap, donc 10 milliards de dollars, 100. Et puis large cap, c'est les entreprises qui sont au-delà de 100 milliards en montant. Je dis que les Apple, les Amazon, etc., etc., etc. Donc là, vous investissez, vous savez qu'il y aura une croissance. La Société Générale donc est obligée de faire appel à des grands fonds de pension américains pour pouvoir se protéger d'autres banques qui pourraient la racheter. Disons que le marché bancaire est devenu tellement concurrentiel aux États-Unis. L'Amérique compte près de 12 000 banques. Ce n'est pas comme chez nous, où les banques étrangères, pendant longtemps, ont profité d'un environnement où elles sont protégées. On les a laissées évoluer. Si on veut faire le ratio, par exemple, par rapport au Cameroun, il faudrait que le Cameroun ait 500 banques. Je parle de banques. Je ne dis pas microcrédit, microfinance. 500 banques pour être comme le marché américain. Donc, c'est une concurrence fratricide. C'est une concurrence fratricide. Et dans cette concurrence-là, la banque doit montrer patte blanche pour séduire les clients. D'abord, sa communication financière. Elle doit communiquer régulièrement sur ses données, ses informations. Elle doit publier sur son site Internet le maximum d'entreprises pour rassurer la clientèle que là, ils sont en train de mettre leur argent là, il n'y aura pas de problème. Deux, elle doit construire une relation de confiance. Hein, une relation de confiance. Trois, elle doit moderniser son réseau en utilisant la technologie. Hein, je prends un exemple. Sans trahir quelque chose. Moi, je vois chez mon employeur, ils prennent une agence où il y a 20 personnes. Ça veut dire que l'agence, déjà, les gens sont présents sur les lieux. Ils travaillent déjà à 7 heures. Ils sont déjà ouverts, ils travaillent. Et ils vont travailler jusqu'à 19 heures. Donc, ça tourne 12 heures par jour. Et c'est du lundi au samedi. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire 7 heures de travail par jour. Ou 8 heures par jour, décalé, etc., etc. Donc, chacun va faire 40 heures, ça va ouvrir du lundi au samedi. Bon.
D'avec 20 personnes dans une agence, je peux vous garantir que ces gens peuvent servir 5 000 comptes bancaires, voire 10 000 comptes bancaires. Ouais. Les divisions de wealth management dans une ville comme Chicago, qui est quand même la 3e ville des États-Unis, qui est parmi les 10 premières villes au monde, les divisions de wealth management, ils doivent en avoir peut-être 6. Et ils arrivent à servir tous les milliers de clients qu'ils ont. Parce qu'il y a la technologie. Les gens ne se déplacent plus comme on voit au pays où les gens viennent faire une file d'attente qui ne termine pas au guichet des banques. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, les gens peuvent faire la banque peuvent faire toutes les opérations bancaires sur leur téléphone portable, sur leur ordinateur, en toute sécurité. Ça veut dire que la technologie aujourd'hui est au cœur du développement des banques. Or, quand vous regardez les activités de la Société Générale en Afrique, je ne suis pas trop critique, ça a été encore une activité qui n'a pas donné la part belle à la technologie. Certes, ils ont commencé à moderniser leur réseau, mais à quelle heure? Ils n'ont pas donné la part belle à la technologie pour augmenter les gains, la productivité, engranger les gains de compétitivité. Et vous avez encore, je prends un exemple. Est-ce que c'est encore normal qu'on paye les frais de tenue de compte? Ceux qui sont aux États-Unis peuvent me démentir. Combien parmi vous encore des frais de tenue de compte? Ça n'existe pas. Vous voyez encore, quand les revenus d'une banque, c'est les frais de tenue de compte. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas, on facture, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire là. Or, aujourd'hui, les banques se sont développées au point où les activités, c'est des activités de marché, c'est des activités de conseil, c'est des activités de fusion-acquisition, des activités de structuration des financements en partenariat. Et aussi, la banque aujourd'hui n'est plus le métier d'avant. Les détenteurs de capitaux aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises multinationales, les industriels, les entreprises de services, etc., etc. Et ces grandes entreprises de multinationales-là, avec la technologie, ont développé un système de management interne de leur trésorerie. Je prends un exemple. Amazon prête, je dis bien, pas emprunte, mais prête de l'argent aux banques. Quand vous regardez le business model d'Amazon, vous allez sur une plateforme comme Amazon, vous vendez par exemple pour 200 000 $, Amazon vous paye tous les 60 jours. Alors que les revenus sont générés, elle vous paye la règle de la situation, elle vous dit, bon, vous allez être payé dans 60 jours, par exemple. Quand vous allez payer dans 60 jours, vous pensez bien que l'argent là dort dans les oreilles d'Amazon? Non, pas du tout. Amazon une banque va approcher la trésorerie à 3%. Ça veut dire que tu me la donnes, par exemple, à 0,25 par mois. Et j'ai besoin de ça pour 30 jours. Donc, je rémunère ça à 0,25. Et la banque va utiliser la trésorerie d'Amazon, par exemple, pour servir une grande, je vais parler de ça, Masieke et Emma. La banque peut utiliser cet argent, par exemple, pour servir une autre entreprise qui va s'appeler, par exemple, Johnson Control, qui va dire, bon, écoutez, moi, j'ai beaucoup de créances dehors, ponctuellement, j'ai besoin de soumissionner sur un marché avec l'État fédéral, avec les États, etc. J'ai besoin d'1 milliard de dollars pour 30 jours, là. Et les 1 milliard de dollars, je vous les rembourse dans 30 jours. Les grandes banques ne font pas comme les petits. Elle ne veut même pas les découvrir. Donc, la banque va lui dire, OK, pour les 30 jours-là, je suis prêt à te donner l'argent, par exemple, à 0,5. Non, la banque va prendre l'argent à 0,25 chez Amazon pour donner à 0,5 à Johnson Control. Ça s'appelle la banque de gros. Là, les transactions, c'est en milliards de dollars. C'est en milliards de dollars. Donc, vous voyez bien vous-même que 1 milliard de dollars, 10%, c'est 100 millions de dollars. 1%, c'est 10 millions de dollars. 0,25, c'est 2,5 millions de dollars. Ça se passe comme ça. 0,25, c'est 2,5 millions de dollars. Ça se passe comme ça. Donc, c'est ça. Donc, 0,25 là, paf, elle a 2,5 millions de dollars. Et des deals comme ça là, les banques en ont 20, 30 par jour. Donc, calculez vous-même 2,5 millions de dollars multiplié par 10 par jour, 10 opérations par jour. Ça fait 25 millions de dollars. Par 20 opérations, 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. En une semaine, ça fait 125 millions de dollars de revenus.
c'est des opérations de très haut niveau, c'est la banque de gros. Et c'est pour ça aussi que, avec l'arrivée des actionnaires comme BlackRock dans le capital de la Société Générale, des gens comme les BlackRock ne vont pas être chauds, si je puis dire comme ça, pour que les banques comme Société Générale aient encore fait vraiment la petite banque en Afrique, prendre les titres fonciers pour donner un crédit et après bagarrer au tribunal tous les jours dans les procès qui n'en finissent pas, etc. Les BlackRock ne peuvent pas accepter ça. Parce qu'aujourd'hui, dans la banque, quelqu'un parle là de la digitalisation, c'est vrai. Là, dans la banque aujourd'hui, ce n'est plus le gestionnaire de compte qui décide de si on vous donne le crédit ou pas. Il fait des ajustements. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes de la banque qui décident. C'est pour ça, comme disait un jour un de nos enseignants, il disait que la discrimination raciale est en train de partir et désormais les Noirs ont plus de chances aujourd'hui dans le monde qu'il est là. Il y a beaucoup plus de chances pour les Noirs, surtout ceux vivant aux États-Unis. Je ferai des directs là-dessus pour expliquer à nos frères qui vivent aux États-Unis, au Canada, qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils ont la chance. S'ils sont sérieux, s'ils ne sont pas là pour prendre l'argent, aller boire les bières, mais s'ils ont envie de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un prêt, ce sont les algorithmes. Le temps que je mets là pour discuter avec vous, je peux décrocher un prêt de 50 000 $, ça veut dire 30 millions de francs chez Goldman Sachs. Il suffit qu'on veut rentrer vos données, vous rentrez vos données, les algorithmes tournent, et disent, bon, vous voulez combien? Tu dis, je veux 500 000 $. Les algorithmes tournent et disent, moi, je peux vous donner 100 000 $, 60 millions là. Et le banquier prend seulement, il fait des ajustements, et puis il corrige, et puis il envoie. Donc, dans ce contexte, les grands fonds de pension américains qui ont pris possession du capital de la Société Générale ne peuvent pas laisser encore faire un certain degré de la banque en Afrique. Or, dans nos États, quel est le reproche? La banque aussi évolue dans un environnement. Qu'ont fait nos États pour développer Internet, pour rendre Internet accessible à tout le monde? Qu'ont fait nos États pour aider les entreprises à se moderniser, à sortir des comptes? Est-ce que vous pouvez sortir des comptes chez nous? Quand tous les minutes, vous êtes sollicité par des gens pour des choses, je vais parler dans les détails. J'ai créé des entreprises au Cameroun. Les gens d'église vont vous solliciter, le chef va vous solliciter, les partis politiques vous sollicitent, les associations des jeunes de votre village. L'entrepreneur, c'est que on dit non, c'est le gâteau, non? Il faut que tu distribues, tu donnes pour tout le monde. Donc, dans ce contexte-là, les banques aussi, ouais, c'est possible. Ça se fait, c'est des dépôts à vue rémunérés, c'est possible. Et il y a des choses que je ne veux pas dire là. Je ne veux pas aller dans tout le détail, Bro et Tien et Sien. Je ne veux pas aller dans tout le détail. Parce que je risque d'exposer mes employeurs et ce n'est pas bon. On prend trop de risques pour faire un direct comme ça, mais c'est un risque calculé.